C'est arrêtez tout. Ce mariage est une mascarade. Julien, dis-leur que je porte ton fils. Les mots de la maîtresse résonnent comme un coup de tonnerre. Le marié est beau terrifié, mais Hawa, elle, semble avoir attendu ce moment. Dans un silence absolu, elle retire lentement les alliances, s'empare de l'acte notarié posé devant elle, et quitte l'église la tête haute. Pas de cris, pas de larmes, juste une femme qui reprend sa liberté et sa dignité face à la trahison. Découvrez comment elle a orchestré sa renaissance. Ne manquez pas la suite, cliquez sur s'abonner. Et vous, d'où venez-vous? Laissez un petit drapeau ou le nom de votre ville en commentaire. Le parfum entêtant des lys blancs saturait l'air de la petite sacristie de l'église Saint-Augustin, une odeur sucrée et lourde qui rappelait davantage une chambre funéraire qu'une célébration nuptiale. Hawa Konaté se tenait immobile devant le grand miroir en laiton piqué, observant son propre reflet avec une distance clinique, comme si elle regardait une étrangère vêtue de satin ivoire. La robe épousait son corps avec une précision architecturale, le tissu froid glissant sur sa peau sombre, telle une seconde couche de protection, une armure dissimulée sous la dentelle de Calais et la soie. Elle n'ajustait pas sa tenue par vanité, ni pour s'assurer de sa beauté, car elle savait pertinemment qu'elle était sublime ce jour-là, mais elle cherchait dans ses propres yeux une faille, une trace de la femme blessée qu'elle avait été, une fissure dans le masque de porcelaine qu'elle avait méticuleusement sculpté au cours des 3 derniers mois. Le silence de la pièce fut brutalement rompu lorsque la porte s'ouvrit sans le moindre coup préalable, laissant entrer une bourrasque d'air climatisé et une silhouette familière. Madame Marceau entra dans la pièce avec l'autorité naturelle de ceux qui pensent que le monde leur appartient, par droit de naissance, son regard scannant immédiatement la future épouse de son fils unique. Elle ne salua pas Hawa, ne sourit pas, se contentant de s'approcher d'un pas sec pour inspecter la marchandise, avant la livraison finale, ses mains manucurées se tendant vers l'encolure de la robe. Elle tira brusquement sur une bretelle qui était pourtant parfaitement en place, un geste qui tenait plus de la domination physique que de la bienveillance maternelle, et Hawa sentit les ongles effleurer sa peau comme des griffes rétractées. Madame Marceau recula d'un pas, plissant les yeux pour juger l'ensemble, satisfaite de voir que la poupée était prête pour la représentation. « Redressez-vous, Hawa !» ordonna-t-elle d'une voix qui ne tolérait aucune contradiction, fixant le reflet d'Hawa dans le miroir plutôt que de la regarder en face. Histoire de famille, ou pas, 100 d'yeux de la haute société parisienne attendent de l'autre côté de ces portes, et ils chercheront la moindre erreur. Ne les laissez pas voir que vous tremblez, car la maison Marceau n'accepte pas la faiblesse, et encore moins le spectacle vulgaire des émotions incontrôlées. Hawa soutint le regard de sa belle-mère à travers la glace, son expression restant aussi lisse et impénétrable que la surface d'un lac gelé, refusant de lui donner la satisfaction d'une réaction craintive. Elle savait que cette femme la considérait comme un accessoire exotique nécessaire à la modernisation de l'image familiale, mais elle savait aussi que le pouvoir allait changer de main dans moins d'1 heure. Sa voix sortit, calme, dénuée de la chaleur qu'on attendrait d'une jeune mariée, tranchante comme un scalpel stérile. « Ne vous inquiétez pas, mère, je ne tremble pas, » répondit Hawa, laissant les mots flotter un instant dans l'air saturé de fleurs. « Je suis simplement en train de compter les heures. » Madame Marceau eut un petit sourire satisfait, interprétant cette phrase comme l'impatience naïve d'une amoureuse transie ou le stress d'une parvenue soucieuse de réussir son entrée. « C'est bien, n'oubliez pas votre rôle, c'est tout ce qui compte aujourd'hui. » La matriarche fit volte-face et quitta la pièce, laissant derrière elle le cliquetis de ses talons sur le parquet ciré et une porte qui se referma doucement. Dès qu'elle fut seule, l'épaule d'Hawa se détendit imperceptiblement
non par soulagement, mais par concentration, comme un athlète avant le coup d'envoi. Elle se dirigea vers sa pochette posée sur une chaise de velours rouge et sortit son téléphone, l'écran s'illuminant brièvement dans la pénombre de la sacristie. Un unique message non lu s'affichait, provenant d'un numéro non enregistré, composé de 2 mots simples qui pesaient plus lourd que tout l'or de la cathédrale. Heure H. Hawa ne répondit pas, ses doigts glissant sur le bouton latéral pour éteindre l'appareil, coupant ainsi son dernier lien avec le monde extérieur avant de plonger dans l'arène. Le son majestueux de l'orgue commença à résonner, faisant vibrer les murs anciens et signalant que le moment était venu, que le spectacle devait commencer. Hawa prit une profonde inspiration, non pour calmer ses nerfs, mais pour remplir ses poumons de cet air vicié une dernière fois avant de sortir vers la lumière. Elle poussa les lourdes portes et s'avança dans l'immense nef de Saint-Augustin, où des centaines de cierges vacillaient, créant une atmosphère mystique et théâtrale. L'allée centrale s'étirait devant elle, bordée de visages tournés vers son passage, une marée de costumes sombres et de chapeaux de créateurs, tous venus assister au sacre du couple parfait. Elle marchait avec une lenteur calculée, chaque pas résonnant comme une affirmation, sentant les regards peser sur elle, cherchant à déceler une faille, mais elle ne leur offrait que la perfection glacée d'une statue vivante. Au bout de l'allée, Julien l'attendait, silhouette élégante dans son smoking sur mesure, mais à mesure qu'elle approchait, les détails de son malaise devenaient visibles. Malgré la fraîcheur relative de l'église et la climatisation ronronnante, de fines perles de sueur brillaient sur son front et sa lèvre supérieure. Il ne cessait de triturer son bouton de manchette gauche, un tic nerveux qu'Hawa avait appris à décoder au fil des mois. Il le faisait chaque fois qu'il mentait ou qu'il se sentait piégé. Il lui adressa un sourire qui se voulait rassurant, mais qui n'était qu'une grimace tendue, ses yeux fuyant un instant vers les premiers rangs, avant de se poser sur elle avec une anxiété palpable. Lorsqu'elle arriva enfin à sa hauteur, il lui tendit la main, et le contact de sa paume fut désagréable, moite et fébrile, contrastant violemment avec la peau sèche et fraîche d'Hawa. Il se pencha légèrement vers elle, sa voix n'étant qu'un chuchotement tremblant, ses yeux balayant frénétiquement l'assistance comme s'il craignait de voir surgir un fantôme. « Tu es magnifique, Hawa. Vraiment, » souffla-t-il, sa respiration courte, trahissant son agitation intérieure. « Tout va bien se passer, nous. Nous allons être bien, n'est-ce pas ?» Hawa le regarda, observant la panique qui montait doucement en lui, savourant ce moment de vulnérabilité qu'il essayait pathétiquement de dissimuler. Elle esquissa un sourire léger, purement mécanique, qui ne montait pas jusqu'à ses yeux, et laissa sa main dans la sienne, sans exercer la moindre pression en retour, inerte et distante. « Pourquoi poses-tu cette question maintenant, Julien ?» demanda-t-elle doucement, sa voix posée, contrastant avec la fébrilité de son futur époux. « Tu as peur de quelque chose en particulier ?» Julien eut un rire nerveux, un son bref et sec qui mourut instantanément dans sa gorge, et il resserra sa prise sur la main d'Hawa comme s'il cherchait une bouée de sauvetage. « Non, bien sûr que non. C'est juste le stress. Je veux simplement que tout soit absolument parfait pour toi, pour nous. » Hawa plongea son regard dans les yeux fuyants de Julien, y lisant la culpabilité et la lâcheté qui s'y débattaient, et son sourire s'élargit imperceptiblement, devenant presque tranchant. Elle savait ce qui allait se passer, elle connaissait le script par cœur puisqu'elle en avait écrit la fin, et cette certitude lui donnait une puissance vertigineuse. « Oh, ne t'en fais pas » murmura-t-elle avec une douceur terrifiante, ses yeux ne le lâchant pas une seconde. « Ce sera parfait. Tout se passera exactement comme cela doit se passer. » Julien sembla vouloir répondre, mais le prêtre s'avança pour commencer la cérémonie, et le silence tomba sur l'assemblée, lourd et chargé d'électricité statique.
Hawa se tourna vers l'autel, le dos droit, le visage serein, tandis que Julien continuait de passer son pouce sur son bouton de manchette, ignorant que le compte à rebours final avait déjà atteint 0. La voix monotone du prêtre s'élevait vers la voûte de pierre, récitant les formules consacrées sur l'importance de l'union sacrée et de la fidélité éternelle, des mots qui semblaient flotter dans l'air saturé d'encens sans jamais toucher terre. Hawa se tenait parfaitement droite, les mains jointes autour de son bouquet, fixant un point invisible au-dessus de l'épaule de Julien, écoutant le rythme régulier de sa propre respiration pour ne pas se laisser distraire par la main moite de son fiancé qui tremblait contre la sienne. L'atmosphère dans la cathédrale était devenue une bulle hermétique, un espace hors du temps, où chacun retenait son souffle en attendant le consentement final, ignorant que la véritable cérémonie n'avait pas encore commencé. Soudain, un bruit sourd et violent, semblable à un coup de tonnerre, fracassa la quiétude hypocrite du lieu, faisant sursauter l'assemblée entière comme un seul organisme effrayé. Les lourdes portes de chêne massif situées au fond de la nef venaient donc d'être projetées contre les murs avec une force inouïe, laissant entrer un rai de lumière crue qui déchira la pénombre tamisée des cierges. Toutes les têtes se tournèrent simultanément vers l'entrée, un mouvement de vague synchrone provoqué par la sidération, alors qu'une silhouette apparaissait dans le contre-jour de l'après-midi parisien. Ce n'était pas un invité retardataire essayant de se glisser discrètement sur un banc, mais une femme qui semblait porter le chaos sur ses épaules, une apparition qui jurait violemment avec la perfection esthétique de l'événement. Élise Renard ne marchait pas. Elle fonçait vers l'autel avec l'énergie du désespoir, ses cheveux blonds en désordre collés par la sueur et les larmes, son ventre proéminent de femme enceinte déformant la ligne de sa robe froissée. Le prêtre, visiblement déstabilisé par cette intrusion profane qui brisait le protocole millimétré de la liturgie, tenta maladroitement de reprendre le contrôle de son église en levant une main tremblante. « Thérèse, Madame, s'il vous plaît, c'est ici un lieu de recueillement et de paix, » balbutia-t-il, sa voix perdant toute son autorité face à la tempête qui approchait. Élise l'ignora totalement, continuant sa marche effrénée sur le tapis rouge, son souffle court résonnant étrangement dans le silence de mort qui s'était abattu sur les rangs des invités. Elle s'arrêta à quelques mètres du couple, le visage ravagé par une douleur qui dépassait la simple colère, et sa voix éraillée explosa, ricochant contre les vitraux centenaires. « Un lieu sacré ? Quelle sainteté peut bien abriter un homme qui construit sa vie sur des mensonges aussi ignobles ?» hurla-t-elle, son regard fouillant l'espace jusqu'à trouver sa cible. « Julien, regarde-moi quand je te parle, ose me regarder. » À côté d'Hawa, Julien vacilla sur ses jambes, comme s'il venait de recevoir un coup physique, son visage passant d'une anxiété diffuse à une pâleur cadavérique en une fraction de seconde, le sang désertant ses joues pour laisser place à un masque de terreur pure. Il lâcha la main d'Hawa, non pas pour la protéger, mais dans un réflexe de recul lâche, comme s'il voulait se dissocier de l'image qu'il avait projetée jusqu'à présent. Élise réduisit encore la distance qui les séparait, plongeant sa main dans un grand sac en toile qu'elle serrait contre elle, et d'un geste large et théâtral, elle lança une poignée de documents et de photographies en l'air. Les preuves de sa double vie retombèrent lentement autour d'eux, tapissant le marbre immaculé du cœur. Des clichés d'échographie en noir et blanc, des photos de vacances volées et des copies de mousse de beaux immobiliers signés de la main de Julien. Le bruit des papiers touchant le sol, pourtant léger, sembla retentir comme des gifles successives dans le silence oppressant de la cathédrale. Élise pointa un doigt accusateur vers le tapis de mensonges qu'elle venait d'étaler au pied d'âne de la haute société, son corps entier secoué par des tremblements incontrôlables. « Ramasse-les !
ordonna-t-elle avec une fureur qui fit frémir les premiers concurrents. Montre à ta future épouse l'appartement du 16e arrondissement que tu as loué pour moi la semaine dernière. Montre-lui les messages où tu jures de la quitter dès que tu auras sécurisé ton siège au conseil d'administration. Julien, acculé comme un animal pris au piège des phares d'une voiture, perdit toute contenance, ses yeux exorbités, cherchant désespérément une échappatoire qui n'existait pas. Il leva les mains devant lui dans un geste de défense pathétique, sa voix montant dans les aigus, brisée par la panique. « Sécurité! Où est la sécurité? Faites-la sortir d'ici immédiatement !» cria-t-il, se tournant vers les témoins pétrifiés. Cette femme était folle, elle délire complètement. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Ce déni flagrant, prononcé avec une lâcheté si évidente, sembla briser quelque chose de définitif en Élise, transformant sa rage brûlante en une pitié acide et froide. Un rire nerveux, mêlé de sanglots étouffés, secoua ses épaules voûtées alors qu'elle pivotait lentement pour faire face à la mariée qui n'avait toujours pas bougé d'un millimètre. Élise planta ses yeux rougis et gonflés dans ceux d'Awa, cherchant une réaction, une alliance, ou peut-être simplement un témoin de sa tragédie. « Tu as entendu ça ?» demanda-t-elle, sa voix se brisant sur les mots, chargée d'une amertume toxique. « Regarde bien, Awa, c'est cet homme que tu t'apprêtes à épouser devant Dieu et devant ta famille. Il renie la mère de son fils aujourd'hui sans cligner des yeux pour sauver sa réputation, et sois certaine que demain, ce sera ton tour d'être effacé quand tu ne lui serviras plus. » Une onde de choc traversa l'assemblée, transformant la stupeur muette en un bourdonnement horrifié, les invités réalisant soudain qu'ils n'assistaient pas à un simple incident mais à l'effondrement public d'une dynastie. Au premier rang, Madame Marceau, incapable de supporter le poids de cette humiliation qui détruisait des années d'efforts sociaux, porta une main gantée à sa poitrine et s'affaissa lourdement sur son banc, évanouie, tandis que son mari restait figé, impuissant face au désastre. Awa restait debout au milieu de cette tempête, immobile et silencieuse, observant la scène avec une lucidité terrifiante, son regard ne quittant pas Julien, qui continuait de reculer, seul et exposé dans sa médiocrité. Le chaos qui avait envahi la nef sembla se cristalliser autour de l'autel, formant une bulle de tension insoutenable où chaque respiration devenait un effort conscient. Julien, dont le monde parfaitement ordonné venait d'exploser en 1000 morceaux, réagit avec l'instinct primaire de ceux qui sont habitués à manipuler la réalité pour qu'elle serve leurs intérêts. Il ignora les pleurs d'Élise et les murmures scandalisés de la foule pour se tourner brusquement vers Awa, cherchant dans son regard une lueur de soumission ou de confusion qu'il pourrait exploiter. Il s'approcha d'elle précipitamment, violant son espace personnel, et ses mains moites se refermèrent sur les épaules nues de sa fiancée avec une force désespérée qui trahissait sa panique grandissante. Son visage, habituellement si composé, n'était plus qu'un masque de terreur, où la sueur coulait librement, ruinant le maquillage discret qu'il portait pour les caméras. « Awa, écoute-moi, je t'en supplie, ne la regarde pas », chuchota-t-il d'une voix hachée, ses yeux implorant une complicité qui n'existait déjà plus. « Cette femme est manifestement instable, elle essaie de me faire chanter pour de l'argent, c'est évident. Ces photos sont des montages grossiers, des faux fabriqués pour nous nuire et gâcher ce jour. Tu dois me croire, tu ne peux pas laisser ce délire détruire tout ce que nous avons construit ensemble. Pense à l'honneur de nos deux familles. Pense à ce que les gens vont dire si tu doutes de moi, maintenant. » Il pressa davantage ses doigts sur la peau d'Awa, tentant de lui transmettre sa propre urgence, utilisant le poids des conventions sociales comme un levier pour la forcer au silence et à l'acceptation. Dans les premiers rangs, le père de Julien s'était levé, prêt à intervenir pour étouffer le scandale,
mais quelque chose dans la posture d'Awa le cloua sur place. Elle n'avait pas reculé, elle n'avait pas baissé les yeux, et surtout, elle n'avait pas versé une seule larme. Elle restait immobile, une colonne de marbre insensible à l'agitation fébrile de l'homme qui se tenait devant elle, laissant ses mensonges s'accumuler dans l'air jusqu'à ce qu'ils deviennent irrespirables. Avec une lenteur délibérée qui contrastait violemment avec la frénésie ambiante, Awa leva sa main gantée de satin. Elle saisit le poignet de Julien, non pas avec tendresse, mais avec une fermeté froide et clinique, et elle détacha ses doigts de son épaule comme on retirerait un insecte nuisible d'un vêtement précieux. Elle maintint sa prise un instant, juste assez longtemps pour qu'il sente la force insoupçonnée qui résidait dans ce corps qu'il croyait docile. Puis, elle laissa retomber sa main avec dédain. Ce geste, simple mais d'une violence symbolique inouïe, fit taire instantanément les derniers murmures de l'assemblée, figeant le temps une nouvelle fois dans la cathédrale. Awa soutint le regard fuyant de cet homme qu'elle avait cru aimer, observant la peur qui dilatait ses pupilles, et sa voix s'éleva enfin, non pas forte, mais d'une clarté cristalline et tranchante, qui traversa la nef jusqu'au parvis. « L'honneur » demanda-t-elle calmement, le mot claquant comme un fouet. « Tu oses me parler d'honneur alors que tu es couvert de la honte que tu as toi-même tissée, Julien. » Elle fit un pas en avant, obligeant Julien à reculer physiquement, inversant en une seconde la dynamique de pouvoir qui avait régi leur relation pendant des années. Elle ne regardait plus le sol, elle ne jouait plus le rôle de la fiancée timide. Elle était le juge, le jury et l'exécuteur. Le 14 mars dernier, tu m'as juré les yeux dans les yeux que tu partais en voyage d'affaires urgent à Lyon pour superviser la fusion de la filiale régionale, commença-t-elle d'un ton factuel qui glaça le sang de l'assistance. Je t'ai cru, j'ai même préparé ta valise. Pourtant, le relevé de ta carte de crédit supplémentaire, celle que tu pensais que je ne consultais jamais, indique un paiement effectué à 10 heures du matin à la clinique du docteur Morel, dans le 17e arrondissement de Paris. Penses-tu vraiment que je ne sais pas lire un relevé bancaire? Ou pensais-tu que je serais trop occupé à choisir des fleurs pour vérifier tes mensonges? Une onde de choc parcourut l'église, matérialisée par une exclamation collective étouffée, les invités réalisant soudain que la mariée n'était pas une victime ignorante, mais une observatrice méticuleuse. Julien resta bouche bée, les bras ballants, son visage se décomposant alors que la réalité de sa situation le frappait de plein fouet, détruisant ses dernières défenses. « Tu savais » balbutia-t-il, sa voix n'étant plus qu'un filet d'air inaudible, l'incompréhension se mêlant à l'horreur. « Mais depuis quand? Pourquoi es-tu venu » Awa ne prit même pas la peine de répondre à sa question, considérant qu'il ne méritait plus ni son attention ni ses explications. Elle tourna lentement la tête vers Élise Renard, qui, figée par la tournure inattendue des événements, avait cessé de crier pour observer cette femme qu'elle pensait n'être qu'une rivale passive et vaincue. Le regard d'Awa s'adoucit imperceptiblement en se posant sur elle, non par affection, mais par une sorte de pitié distante et glaciale envers celle qui allait désormais porter le fardeau de la médiocrité de Julien. « Et toi, Élise, ne pense pas que tu as gagné une quelconque victoire en détruisant cette cérémonie ou en récupérant cet homme, » déclara Awa avec un calme souverain, sa voix résonnant sans la moindre trace de jalousie. « Tu n'es et tu n'as jamais été que son plan de secours, une distraction en attendant mieux, un dommage collatéral dans sa quête de statut. Mais je te remercie, sincèrement et du fond du cœur, car grâce à ton intervention spectaculaire, tu viens de me faire économiser 20 années d'une vie gâchée à servir un menteur. » Le silence qui suivit cette déclaration n'était plus celui de l'attente, mais celui de la sidération totale, le public comprenant enfin
qu'Hawa n'avait pas été brisée par la révélation, elle avait été libérée. Elle se tenait là, droite et intouchable, ayant transformé son humiliation publique en un triomphe personnel froid et calculé. Le silence qui avait suivi la confrontation verbale avec Élise s'était épaissi, devenant une entité presque physique qui remplissait la voûte de la cathédrale Saint-Augustin. Hawa, ayant terminé sa plaidoirie publique, sembla soudain se désintéresser totalement de la femme enceinte et des invités, scandalisés, pour se recentrer sur elle-même. Elle baissa les yeux vers ses propres passeremains, toujours gantées de satin blanc, ces mains qu'elle avait imaginées quelques heures plus tôt, signant les registres d'une nouvelle vie dorée. Avec une lenteur cérémonieuse qui captivait l'attention de chaque personne présente, elle commença à tirer sur le bout des doigts de son gant gauche, révélant millimètre par millimètre la peau nue de son poignet et de sa paume. Le tissu glissa avec un bruissement soyeux, exposant l'énorme solitaire en diamant qui ornait son annulaire, un joyau que Julien avait choisi non pas pour sa beauté, mais pour son poids en carats et sa capacité à impressionner ses associés. Hawa saisit la bague. Elle ne tremblait pas. Ses gestes étaient précis et dénués de toute hésitation sentimentale, comme si elle retirait une écharde douloureuse plutôt qu'un symbole d'amour éternel. Elle fit glisser l'anneau hors de son doigt, laissant une marque pâle et légère sur sa peau sombre, la seule trace visible de ses 3 années de relation avec l'héritier des Marceau. Libérée de ce poids peu froid, elle tourna la tête vers la droite, cherchant du regard le petit Léo, le neveu de Julien, âgé de 6 ans, qui tenait le coussin des alliances avec une expression de terreur pure peinte sur son visage enfantin. L'enfant, sentant la tension agressive des adultes, semblait sur le point de pleurer, écrasé par une responsabilité qu'il ne comprenait pas. Hawa s'approcha de lui, le satin de sa robe frottant doucement contre le marbre, et s'accroupit pour se mettre à sa hauteur, ignorant les murmures choqués de sa belle-mère qui reprenait conscience au premier rang. Le visage d'Hawa, jusqu'alors fermé et impénétrable, s'adoucit instantanément, une transformation qui prouvait que son cœur n'était pas mort, mais simplement sélectif dans sa bienveillance. « Léo, écoute-moi » murmura-t-elle avec une douceur maternelle, posant une main rassurante sur l'épaule du garçon. « Tu vas garder cette boîte pour moi, d'accord? Ne la donne surtout pas à l'oncle Julien. » Elle déposa le diamant dans l'écrin de velours rouge que l'enfant tenait ouvert, à côté de l'alliance en platine qui n'avait jamais été bénie. D'un geste sec, elle referma le couvercle. Le claquement, un bruit mat et définitif, fut amplifié par l'acoustique de l'église et résonna comme la fermeture d'un cercueil à travers les microphones de l'autel. « Elle n'est plus à ma taille, de toute façon, » ajouta-t-elle avec un demi-sourire triste pour l'enfant, avant de se redresser de toute sa hauteur. Désormais, elle ne portait plus aucun bijou, plus aucun artifice. Elle se dirigea vers l'autel, où le prêtre, dépassé par les événements, restait figé, tenant encore la Bible ouverte sur les textes sacrés. Hawa saisit sa pochette de mariée, qu'elle avait gardée contre elle depuis le début de la cérémonie, un accessoire que tout le monde avait pris pour une coquetterie inutile. Elle l'ouvrit et en sortit non pas un mouchoir pour essuyer des larmes, mais un dossier bleu, fin et impeccablement plié. Avec une autorité qui frisait le sacrilège, elle posa le document juridique directement sur les pages ouvertes de la Bible, recouvrant la parole divine par la loi des hommes. Elle lissa le papier du plat de la main, puis se tourna vers Julien, qui regardait la Zosondé avec l'incompréhension d'un homme qui assiste à sa propre exécution sans en comprendre le motif. Il s'approcha, attiré malgré lui par ce dossier qui trônait sur l'autel, et lut l'entête du document. Ses yeux s'écarquillèrent, et sa bouche s'ouvrit sans qu'aucun son ne puisse en sortir immédiatement. « Je n'ai pas préparé de vœux pour aujourd'hui, Julien, » déclara Hawa,
sa voix portant clairement jusqu'au fond de la nef. « J'ai préparé ceci à la place. » Julien leva vers elle un regard vitreux, oscillant entre la rage et la supplique. « Qu'est-ce que c'est » croassa-t-il, bien qu'il commençât à comprendre l'ampleur du piège qui se refermait sur lui. « C'est une demande d'annulation unilatérale de mariage, accompagnée des preuves formelles de violation du contrat prénuptial, expliqua Hawa avec la précision d'un avocat d'affaires. Tu as insisté pour inclure une clause de moralité très stricte pour protéger le patrimoine de ta famille. Te souviens-tu? C'était une idée brillante, Julien. Sauf que tu as violé cette clause de fidélité à de multiples reprises avant même d'avoir signé le registre civil définitif. Julien recula d'un pas, chancelant, se heurtant presque à la table de communion. La réalité financière et sociale de la situation le frappait bien plus fort que la perte sentimentale. Il savait ce que ce dossier contenait. Non seulement la fin de son couple, mais la fin de sa crédibilité économique. « Tu ne peux pas faire ça !» siffla-t-il, la panique déformant ses traits en une grimace grotesque. « Tu n'as pas le droit. Mon père va me tuer s'il apprend ça. » Hawa s'approcha de lui une dernière fois, envahissant son espace intime avec une lenteur prédatrice. Elle se pencha vers lui comme pour lui donner un baiser d'adieu, créant une image d'une ironie mordante pour les photographes qui, paralysés jusqu'alors, recommençaient à faire crépiter leurs flashs. Ses lèvres effleurèrent presque le lobe de l'oreille de Julien, et elle chuchota, sa voix descendant d'une octave pour devenir un souffle glacial qui lui glaça la moelle épinière. « Ton père sera bien trop occupé à s'expliquer devant les actionnaires pour s'occuper de toi, » murmura-t-elle, chaque syllabe étant une sentence. « J'ai inclus les relevés de compte où tu as puisé dans les fonds de l'entreprise pour payer le silence d'Élise et l'appartement. Tout est là-dedans, Julien, chaque centime détourné, chaque mensonge documenté. Bonne chance, tu en auras besoin. » Elle se recula pour observer l'effet de ces mots. Elle vit la lumière s'éteindre dans les yeux de Julien alors que le poids total de sa destruction s'abattait sur lui. Il ne la regardait plus. Il regardait le vide, anéanti. Hawa referma le dossier d'un geste bref, marquant la fin de l'audience. Sans un mot de plus, sans un regard pour la foule médusée ou pour la famille Marceau en ruine, elle fit volte-face. Le cliquetis de ses talons sur la pierre résonna comme le compte à rebours d'une bombe qui venait enfin d'exploser, et elle commença sa marche vers la sortie, laissant derrière elle les débris d'une vie qu'elle venait de rejeter. Hawa fit volte-face, un mouvement fluide et précis qui fit voler la lourde traîne de satin blanc autour de ses chevilles, tournant ainsi le dos à l'autel, à Julien anéanti et à la vie de mensonge qu'elle venait de réduire en cendres. Le silence qui régnait dans l'église Saint-Augustin avait changé de nature. Il n'était plus chargé d'attente religieuse ou de stupeur horrifiée, mais d'une sorte de révérence craintive face à la violence calme de l'exécution sociale qui venait de se produire. Hawa commença sa descente des marches du cœur, non pas en fuyarde, mais avec la cadence royale d'une femme qui vient de terminer une représentation complexe et qui quitte la scène sous les projecteurs. Elle gardait le menton haut, fixant les grandes portes de chêne au fond de la nef, comme si elles étaient les portes du paradis, refusant d'accorder le moindre regard au visage décomposé qui bordait l'allée centrale. Les invités, cette élite parisienne habituée à juger et à être vue, s'écartaient instinctivement sur son passage, reculant contre les bancs de bois, vernis comme pour éviter d'être éclaboussés par le scandale. Hawa percevait leur malaise physique, sentait leur regard peser sur sa silhouette, mais ces gens qui, une heure plus tôt, représentaient l'amant le sommet de l'ambition sociale, ne lui apparaissaient lui plus que comme des figurants flous dans un décor en carton-pâte. Elle avançait,
le bruit sec de ses talons sur les dalles de pierre, rythmant sa marche vers la liberté, chaque pas l'éloignant un peu plus de la prison dorée que les Marceau avaient tenté de construire autour d'elle. Cependant, alors qu'elle arrivait au niveau des derniers rangs, un homme corpulent, en costume 3 pièces, se détacha de la masse sombre des invités pour lui barrer la route, brisant la fluidité de sa sortie. C'était Monsieur Delacroix, un associé influent du père de Julien et parrain de ce dernier, le visage rouge d'indignation, incarnant la vieille garde qui ne pouvait tolérer un tel affront aux conventions. Il leva une main autoritaire, pensant pouvoir arrêter la tempête par la simple force de son statut, ignorant qu'Awa n'obéissait plus aux règles de leur monde. « Mademoiselle Konaté, où croyez-vous aller ainsi ?» aboya-t-il, sa voix tremblant de colère contenue. « Vous ne pouvez pas partir après avoir provoqué un tel chaos. Vous devez des explications à cette famille. » Awa ne ralentit pas, elle ne scia même pas, continuant d'avancer jusqu'à ce qu'elle soit à quelques centimètres de lui, l'obligeant à soutenir son regard d'acier. Elle ne vit pas un homme puissant, mais un obstacle insignifiant, un vestige d'un patriarcat qu'elle venait de décapiter symboliquement sur l'autel. « La représentation est terminée, Monsieur Delacroix, » dit-elle d'une voix neutre, sans s'arrêter, le forçant à s'écarter précipitamment pour ne pas être bousculé. « Rentrez chez vous, il n'y a plus rien à voir ici. » Elle le dépassa sans se retourner, laissant l'homme bouche bée, et poussa les lourdes portes de la cathédrale. L'air extérieur la frappa de plein fouet, frais et vivant, lavant instantanément l'odeur entêtante de l'encens et des lys qui lui collaient à la peau. La lumière naturelle de l'après-midi l'éblouit un instant, mais elle repéra immédiatement la berline noire aux vitres teintées qui attendait le moteur tournant, garé en double file juste devant le parvis. Mina était au volant, fidèle au poste, prête à l'exfiltrer avant que la presse ne comprenne ce qui venait de se passer à l'intérieur. Awa descendit les marches du parvis, sa robe frottant contre le bitume parisien, se moquant éperdument de salir l'ourlet de cette tenue qui ne servirait plus jamais. Elle ouvrit la portière arrière et s'engouffra dans l'habitacle climatisé, refermant la porte sur elle avec un claquement sourd qui coupa net les rumeurs de la ville et les cris étouffés provenant de la nef. Le silence à l'intérieur de la voiture était cotonneux, protecteur, un sas de décompression nécessaire après la pression atmosphérique écrasante de la cérémonie. Mina ne démarra pas immédiatement en trombe. Elle appuya simplement sur l'accélérateur avec une douceur maîtrisée, insérant le véhicule dans le flux de la circulation comme si elle rentrait d'une simple course. Mina jeta un coup d'œil rapide dans le rétroviseur central, scrutant le visage de son ami pour y déceler des traces de fissures, mais elle n'y trouva qu'une fatigue intense mêlée à une détermination farouche. « Tu as vu la tête de sa mère quand tu as sorti le dossier ?» demanda Mina, sa voix trahissant une admiration sans borne. « On aurait dit une statue de cire, en train de fondre sous un projecteur trop puissant. C'était terrifiant et magnifique à la fois. » Awa s'autorisa enfin à expirer, un long soupir qui sembla vider ses poumons de tout l'air toxique qu'elle avait respiré ces dernières heures. Elle porta les mains à sa coiffure, élaborée, cherchant les épingles qui retenaient le lourd diadème de diamants prêté par la famille Marceau, un objet qui lui sciait le crâne depuis le matin. Elle l'arracha avec une violence libératrice, tirant quelques mèches de cheveux au passage, et jeta le bijou inestimable sur le siège en cuir beige à côté d'elle, comme s'il s'agissait d'un vulgaire déchet. Je n'ai vu qu'une assemblée de parieurs réalisant soudainement qu'ils avaient misé toute leur fortune sur le mauvais cheval, répondit Awa, en massant ses tempes, douloureuse, ses épaules s'affaissant légèrement, maintenant qu'elle était à l'abri des regards. Ils ne pleurent pas pour Julien ou pour l'amour perdu, Mina. Ils pleurent pour leur réputation et leurs investissements.
Mina tendit une bouteille d'eau fraîche vers l'arrière sans quitter la route des yeux. Un geste de sollicitude pratique qui valait toutes les étreintes du monde. Hawa saisit la bouteille et but avidement, réalisant à quel point sa gorge était sèche, le liquide froid la ramenant peu à peu à la réalité physique de son corps. « Tes mains sont glacées, Hawa, je peux le voir d'ici », nota Mina avec inquiétude, en observant les doigts d'aume tremblants de son ami sur le plastique de la bouteille. « On va où maintenant ? On passe au plan B ? Je peux t'emmener à la maison de campagne. Personne ne te trouvera là-bas. » Hawa ferma les yeux un instant, laissant la vibration du moteur apaiser ses nerfs à vif, puis elle les rouvrit pour regarder le paysage parisien défiler derrière la vitre teintée. Les immeubles haussmanniens, les passants insouciants, tout semblait continuer normalement, indifférent au drame qui venait de se jouer, et cette indifférence était la plus grande des consolations. Elle secoua la tête, rejetant l'idée de la fuite ou de la cachette, car se cacher reviendrait à admettre une forme de culpabilité ou de honte qu'elle ne ressentait pas. « Non, pas de plan B, nous restons sur le plan Hawa », déclara-t-elle, sa voix retrouvant sa fermeté habituelle. « C'est la phase finale. Maintenant, je veux que tout soit activé avant que Julien ne sorte de cette église. » Elle sortit son téléphone de sa pochette, rallumant l'appareil pour envoyer le signal convenu à ses avocats, déclenchant la seconde vague de son offensive juridique. Une fois le message envoyé, elle laissa tomber le téléphone sur ses genoux et se tourna vers le rétroviseur pour croiser le regard de Mina, une lueur nouvelle, presque féroce, brillant dans ses yeux sombres. « Et Mina, j'ai faim », avoua-t-elle soudainement, un léger sourire étirant ses lèvres, un sourire vrai cette fois, humain et vivant. « J'ai une faim de loup, une faim terrible, comme si je n'avais rien mangé depuis des années. » Mina éclata d'un rire bref et soulagé, comprenant que son amie n'était pas brisée, mais qu'elle était au contraire en train de renaître, plus vivante et plus dangereuse que jamais. La voiture s'éloigna vers les quais de Seine, emportant loin du désastre une reine sans couronne, mais en pleine possession de son royaume. L'appartement de Mina, un sanctuaire minimaliste perché au-dessus des toits parisiens, offrait une vue imprenable sur la Seine qui coulait paisiblement, indifférente aux drames humains. Hawa était recroquevillée dans le coin d'un immense canapé en lin gris, enveloppée dans un pull en cachemire trop grand, qui contrastait avec la rigueur de sa robe de mariée, abandonnée quelques heures plus tôt. La pièce était plongée dans une pénombre bleutée, seulement éclairée par la lueur des écrans et les reflets de la ville qui dansaient sur les murs blancs. Le silence qui régnait ici était d'une qualité différente de celui de l'église. C'était un silence choisi, un silence de reconstruction, à peine troublé par le bourdonnement insistant du téléphone posé sur la table basse en verre. L'écran s'illuminait par intermittence, affichant inlassablement le même nom, Julien, comme un appel au secours lancé dans le vide sidéral. Hawa observait ces vibrations lumineuses avec une distance émotionnelle surprenante, sirotant lentement un verre de vin rouge dont la robe sombre rappelait la couleur du sang qu'elle avait refusé de verser. Mina, assise en face d'elle sur un fauteuil design, faisait défiler frénétiquement les pages de sa tablette, son visage éclairé par la lumière artificielle changeant d'expression à chaque nouvelle information. « Il appelle pour la 50e fois », annonça Mina sans lever les yeux, sa voix teintée d'un mélange de mépris et d'incrédulité. Et il a laissé un autre message vocal. « Oh mon Dieu, Hawa, c'est pathétique. Je crois qu'il pleure, ou alors il hyperventile. C'est difficile à dire avec tout ce bruit de fond. » Hawa porta le verre à ses lèvres, savourant l'astringence du tanin qui réveillait ses papilles endormies. Elle ne fit aucun geste pour saisir l'appareil, le laissant vibrer jusqu'à ce qu'il s'épuise de lui-même, telle une bête blessée qu'on laisse agoniser.
Laisse-le appeler, dit-elle doucement, sa voix calme contrastant avec la tempête qu'elle savait se déchaîner au dehors. Il a passé des mois à me gaver de paroles vides, à me noyer sous des promesses qu'il n'avait aucune intention de tenir. Le silence que je lui offre maintenant est une arme bien plus cruelle et efficace que n'importe quelle insulte que je pourrais lui hurler. C'est le seul langage qu'il ne sait pas manipuler. Mina hocha la tête, respectant la stratégie de terre brûlée adoptée par son ami, et retourna à sa veille médiatique. Son doigt glissa sur l'écran tactile, ouvrant une nouvelle notification qui venait de tomber avec un petit son cristallin. « Ton avocat vient d'envoyer un mail crypté », rapporta Mina, lisant rapidement les lignes juridiques. « Apparemment, la famille Marceau tente une opération de contrôle des dommages assez désespérée. Ils essaient d'acheter le silence de certains blogueurs influents, mais c'est trop tard. L'histoire est déjà virale. Et devine quoi? Élise Renard vient de donner une interview exclusive à un tabloïd en ligne. Elle joue la carte de la victime naïve, abusée par un prédateur riche. Elle pleure sur commande et montre son ventre à la caméra. Hawa eut un petit rire sec, sans joie mais sans amertume, le rire de quelqu'un qui a vu les coulisses du théâtre et qui ne peut plus être dupé par la magie de la scène. Qu'elle joue son rôle, après tout, chacun doit survivre comme il peut, commenta-t-elle en faisant tourner le liquide pourpre dans son verre. Elle a besoin de cette attention pour exister, pour justifier ses propres choix douteux. Moi, j'ai rendu mon costume et j'ai quitté le plateau. La pièce continue sans moi, et c'est très bien ainsi. Le téléphone cessa enfin de vibrer, marquant une trêve temporaire dans le harcèlement de Julien. Hawa tendit la main et saisit l'appareil, non pour rappeler son ex-fiancé, mais pour ouvrir sa propre messagerie privée. Elle ignorait les appels manqués et se concentra sur la marée de messages provenant de numéros inconnus, des centaines de notifications qui s'accumulaient. Ce n'étaient pas des messages de haine ou de curiosité morbide, mais des témoignages de femmes, des inconnus qui avaient jamais vu les images volées de sa sortie triomphale et qui s'étaient là reconnus dans sa dignité. Elle lut le premier message à haute voix, sa voix se brisant légèrement sous le coup d'une émotion inattendue. « Merci d'avoir eu le courage que je n'ai jamais eu. J'ai quitté mon mari ce soir après avoir vu votre vidéo. » Elle passa au suivant. « Vous n'avez pas seulement sauvé votre vie, vous nous avez montré qu'on a le droit de dire non, même quand tout est prêt pour le oui. » Hawa reposa le téléphone sur ses genoux, les yeux brillants non pas de larmes de tristesse, mais de cette humidité particulière qui accompagne la reconnaissance d'une vérité profonde. Elle regarda Mina, sa complice de toujours, et vit dans ses yeux le reflet de sa propre transformation. « C'est étrange, Mina, » chuchota-t-elle, comme si elle confiait un secret fragile. « Il ne me regarde ni pas comme une femme abandonnée ou une victime pitoyable. Il me regarde comme si je venais de gagner une guerre dont ils ignoraient même l'existence. » Mina posa sa tablette, se pencha en avant et prit les mains d'Hawa dans les siennes, scellant ce moment de lucidité partagée. « Parce que c'est exactement ce que tu as fait, Hawa, » affirma-t-elle avec une conviction inébranlable. « Tu as gagné, tu as vaincu le mensonge, l'humiliation et la peur. Le château de cartes de Julien s'est effondré, mais toi, tu es toujours debout, plus solide que jamais. » Hawa serra les mains de son ami, sentant la chaleur humaine chasser le froid qui l'avait habité toute la journée. Dehors, la nuit tombait sur Paris, enveloppant la ville d'un manteau de velours sombre, mais dans cet appartement, une nouvelle lumière venait de s'allumer, celle d'une femme qui avait enfin repris le contrôle de son destin. Le grand hall vitré de la tour Montparnasse baignait dans une lumière matinale crue et vivifiante, un contraste saisissant
avec la pénombre sépulcrale de l'église Saint-Augustin, où Hawa avait laissé sa vie précédente se consumer. 3 semaines s'étaient découlées depuis le scandale, un laps de temps qui, pour le reste du monde, avait été rempli de rumeurs et de titres de presse sensationnalistes, mais qui, pour Hawa, avait été une période de mue silencieuse. Elle traversa le lobby avec une assurance qui fit se retourner plusieurs têtes, non pas parce qu'ils reconnaissaient la mariée vengeresse des journaux, mais parce qu'elle dégageait une énergie magnétique impossible à ignorer. Elle avait troqué la robe de satin blanc, symbole d'une pureté imposée, contre un tailleur pantalon d'un bleu cobalt électrique, une couleur royale et vibrante qui soulignait la richesse de sa peau sombre. Ses cheveux, débarrassés des artifices et des chignons rigides, étaient tirés en arrière dans une queue de cheval, haute et lisse, révélant les traits nets de son visage et son regard d'une lucidité retrouvée. Hawa avançait vers les portiques de sécurité, son badge d'accès à la main, savourant le claquement net et rythmé de ses talons sur le marbre poli. Ce n'était plus le bruit d'une marche vers l'échafaud, mais la cadence d'une femme qui reprend le contrôle de son territoire. Elle s'apprêtait à rejoindre les nouveaux bureaux de son agence de direction artistique, un projet qu'elle avait mis en pause pour organiser le mariage de Julien et qu'elle relançait aujourd'hui avec une ferveur décuplée. Alors qu'elle attendait l'ascenseur, une silhouette familière se figea à quelques mètres d'elle, hésitant visiblement entre la fuite et la confrontation polie. C'était Jean, un ancien collègue et ami proche de Julien, qui avait assisté à la débâcle depuis le 3e rang de la cathédrale. Il tenait sa mallette contre lui comme un bouclier, son regard oscillant entre gêne et fascination morbide. Hawa, sentant son malaise, ne lui laissa pas l'opportunité de l'éviter. Elle se tourna vers lui, un sourire franc et désarmant aux 2 lèvres, brisant instantanément la glace que Jean s'attendait à trouver. « Jean, quelle surprise !» lança-t-elle avec une aisance qui déstabilisa son interlocuteur. « Je ne savais pas que ton cabinet avait des clients dans cet immeuble. » Jean sursauta légèrement, pris au dépourvu par le ton décontracté d'Hawa. Il s'attendait à trouver une femme brisée, cachée derrière des lunettes noires, ou une furie amère. Au lieu de cela, il avait face à lui une version d'Hawa qu'il ne connaissait pas, lumineuse, tranchante et incroyablement présente. « Hawa, bonjour », bafouilla-t-il, ajustant sa cravate nerveusement. Je ne pensais pas te revoir si tôt, surtout ici, après ce qui s'est passé. Enfin, tout ce chaos. Je me demandais comment tu tenais le coup. Tu vas bien ?» La question, chargée de cette pitié sociale qu'Hawa avait appris à détester, resta suspendue dans l'air climatisé du hall. Jean la regardait comme on regarde une survivante d'un accident grave, cherchant les cicatrices. Hawa ne scia pas. Elle fit un pas vers lui, réduisant la distance pour imposer sa réalité. « Bien, je ne me suis jamais senti aussi bien, Jean, et je le dis sans la moindre ironie, » répondit-elle, sa voix portant une assurance qui fit écho dans l'espace vaste. « J'ai profité de ces semaines pour faire le ménage, au sens propre comme au figuré. » Jean parut confus, incapable de concilier l'image de la tragédie publique avec la femme triomphante qui se tenait devant lui. « Tu es incroyable, Hawa, vraiment. La plupart des gens se seraient effondrés après une telle humiliation. Julien, on dit qu'il ne sort plus de chez lui. » À la mention du nom de Julien, le visage d'Hawa ne se rembrunit pas. Au contraire, elle garda cette expression de sérénité professionnelle, comme si Jean venait de mentionner un dossier archivé depuis longtemps. « S'effondrer est une option que je n'ai pas cochée dans mon plan de carrière, » rétorqua-t-elle avec un calme souverain, ajustant le col de sa veste structurée. « Vois-tu, Jean, je considère simplement que je viens de liquider un actif toxique. C'était un investissement risqué. J'ai perdu du temps, c'est vrai,
Mais j'ai coupé les pertes avant que cela ne contamine le reste de mon capital. C'est de la gestion de crise basique. Jean la regarda avec des yeux ronds, frappé par la brutalité clinique de la métaphore. Il réalisa soudain qu'Awa n'avait jamais été la most jolie pièce rapportée, que l'entourage de Julien décrivait avec condescendance. Elle y allait une force de la nature qui avait simplement dormi trop longtemps. « Tu as raison », admit-il finalement, un sourire respectueux remplaçant son air apitoyé. « Tu as l'air libéré, c'est le mot qui me vient. »« C'est exactement le mot », confirma Awa. « Bonne journée, Jean. » Les portes de l'ascenseur privatif s'ouvrirent dans un ding discret. Awa entra dans la cabine et appuya sur le bouton du dernier étage. Elle se retrouva seule dans cet espace clos de métal et de miroirs, le monde extérieur s'effaçant alors que les portes se refermaient doucement, l'isolant du bruit et des regards. Le silence revint, mais ce n'était plus le silence lourd de la solitude subie. C'était le silence fertile de l'indépendance. L'ascenseur commença son ascension rapide, et Awa sentit cette sensation familière de légèreté dans l'estomac, comme si elle s'élevait physiquement au-dessus des décombres de son passé. Elle se tourna vers la paroi miroitante de la cabine pour inspecter son reflet. Elle vit une femme qu'elle avait failli oublier, une femme qui n'avait besoin ni de l'approbation d'une belle-mère tyrannique, ni de l'amour conditionnel d'un homme faible pour exister. Elle vit ses épaules droites, libérées du poids de la perfection feinte, et ses yeux qui brillaient d'une ambition retrouvée. Elle ne voyait plus de traces de douleur. La plaie était cautérisée, propre et nette. Elle s'approcha de son reflet, posa une main sur le métal froid, comme pour toucher cette nouvelle version d'elle-même, et un sourire lent, presque féroce, étira ses lèvres peintes de rouge. « Bienvenue chez toi », murmura-t-elle à son propre reflet, sa voix basse résonnant avec une puissance secrète dans l'habitacle. « Bon retour parmi nous, Awa. » L'ascenseur ralentit, signalant l'arrivée d'au sommet. Awa recula d'un pas, se préparant à l'ouverture. Elle lissa une dernière fois le tissu impeccable de son pantalon, redressa la tête et fixa la fente lumineuse qui s'élargissait devant elle. Les portes s'écartèrent, révélant un immense plateau inondé de soleil, un espace blanc et vierge prêt à être rempli par ses idées, ses projets et ses règles. Elle ne regarda pas en arrière, pas une seule seconde. Awa Konaté sortit de la cabine et entra dans la lumière éblouissante de sa nouvelle vie, marchant d'un pas conquérant vers un avenir qui lui appartenait désormais totalement. C'est ici que nous laissons Awa, non pas à la fin, mais au véritable commencement de sa vie. Son histoire nous rappelle que la dignité n'est jamais négociable et que le silence, lorsqu'il est démaîtrisé, peut être l'arme la plus redoutable. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Auriez-vous eu le courage de tout briser pour mieux vous reconstruire? Partagez vos ressentis et vos réflexions dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Merci d'avoir partagé ce moment intense avec nous et à très bientôt pour une nouvelle histoire.